Après la Première Guerre mondiale, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et les États-Unis imposent au grand perdant, l'Allemagne, un traité. C'est le traité de Versailles de 1919. Ce traité impose à l'Allemagne de rendre l'Alsace et la Lorraine à la France, de payer 14 milliards d'euros pour les dégâts engendrés, et elle est aussi démilitarisée. L'Allemagne prend ce traité comme un véritable affront et le qualifie de diktat. De plus, l'Allemagne est dans une période difficile et le krach de Wall Street de 1929 n'arrange pas les choses. Des régimes totalitaires prennent le pouvoir en Allemagne, en Italie et en URSS. L'Allemagne nazie d'Hitler a de grands plans d'expansion. L'Allemagne annexe l'Autriche en mars 1938, puis les Sudètes en septembre de la même année, avec l'autorisation de la France et du Royaume-Uni, sous réserve d'être la dernière revendication allemande. Cependant, Hitler annexe ensuite la moitié de la Tchécoslovaquie et revendique le corridor de Danzig, revendication rejetée par la Pologne. Le 1er septembre 1939, Hitler attaque alors la Pologne sans déclaration de guerre formelle. La Seconde Guerre mondiale commence. La France et le Royaume-Uni entrent dans le conflit face à l'Allemagne. Et l'axe Rome-Berlin entraîne l'Italie fasciste du côté d'Hitler, bientôt rejoint par l'URSS. Ce conflit prend une ampleur destructrice. Effectivement, depuis la Première Guerre mondiale, les armements ont beaucoup évolué. Le dégât des tanks, des mitrailleuses, des obus et des gaz sont dévastateurs pour les soldats. La médecine va alors être mise en œuvre pour soigner plus vite les soldats et les rendre plus performants sur le terrain. Par exemple, durant la traversée des Ardennes, les soldats allemands ne devront pas dormir pendant 3 jours et 2 nuits. Ils seront donc tous shootés à la pervitine. C'est le scientifique Benjamin Pasticé qui va nous expliquer comment la pervitine marche. Merci Benjamin. La méthamphétamine, dérivée de l'amphétamine, est une drogue de synthèse extrêmement addictive. En 1919, le japonais Akira Ogata parvient à synthétiser la forme hydrochlorée de la méthamphétamine. Cette forme hydrochlorée sera ensuite vendue à partir de 1938 par les laboratoires Temmler en Allemagne sous le nom de pervitine. À l'époque, la pervitine est vendue en libre service partout en Allemagne. Ce n'est pas encore considéré comme une drogue, mais plutôt comme un énergisant. Du coup, tout le monde en prend. Les femmes au foyer fatiguées par leurs enfants, les ouvriers qui ont beaucoup de travail, ou même les poètes. Les officiers de l'armée allemande, se rendant bien compte des effets stimulants de la pervitine, effectuent des tests au début de la guerre. Ces tests sont très rapidement concluants. Les effets recherchés de la pervitine sont une confiance en soi décuplée, une stimulation de la vigilance, une diminution de la faim et de la fatigue. Par conséquent, les soldats allemands seraient capables de combattre mieux et plus longtemps. L'armée allemande commande alors plusieurs dizaines de millions de comprimés de pervitine pour mener les grandes offensives, notamment contre la France. La pervitine est une partie intégrante du plan de la Blitzkrieg. Cette stratégie consistait à enfoncer de plusieurs dizaines de kilomètres les lignes adverses pour que ceux-ci ne puissent pas rétablir une ligne de front. Cette stratégie a principalement été mise en œuvre durant les campagnes de Pologne et de France. Pour arriver jusqu'en France, les Allemands décident de passer par la forêt des Ardennes, située au sud de la Belgique. Ils doivent ainsi parcourir 80 km en 3 jours dans la forêt avec beaucoup d'équipement. Ils prennent alors de la pervitine pour rester concentrés et ne pas dormir. Cependant, les amphétamines et leurs dérivés ont de nombreux effets secondaires sur l'organisme. Perte de concentration après disparition des premiers effets, inflammation de la peau, déshydratation et lésions buccales. Elles ont également de nombreux effets à long terme, comme paranoïa, hallucinations, accès de violence et dérèglement du cycle menstruel chez les femmes. Tout d'abord, l'équipement du fantassin américain est réparti dans le Havresac. Durant l'entre-deux-guerres, l'armée américaine a développé 3 rations nourrissantes et légères à porter. La ration C a été utilisée de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la guerre du Vietnam. Elle comportait 3 repas sous forme de conserve, du bœuf et des pommes de terre, du riz ou des nouilles, accompagnés de quelques biscuits, de caramel ainsi que d'agrumes pour les vitamines. La ration D était une ration de secours sous forme de barres de chocolat. Elle a été élaborée pour être légère et nourrissante, mais aussi peu appétissante pour que les soldats ne la consomment qu'en cas de besoin. La ration K était une variante de la ration C, plus petite et plus légère, adaptée aux troupes de première ligne, comme lors du débarquement de Normandie. Il y avait certains éléments communs à tous les repas. Des cigarettes et des chewing-gums accompagnaient les soldats toute la journée. Comme nous a dit l'historien Oscar Mijon, les rations de combat étaient faites pour donner le plus de vitamines aux soldats. Au cours du XXe siècle, nous avons appris beaucoup sur celle-ci, notamment grâce au biochimiste Casimir Funk. C'est le premier à avoir isolé une vitamine, et c'est aussi lui qui leur a donné ce nom. Je vais maintenant vous laisser avec Victor Mériot, chercheur, pour qu'il vous en dise un peu plus sur celle-ci. Les vitamines sont des substances sans valeur énergétique, mais pourtant essentielles à l'organisme. Ces substances sont en effet nécessaires à un grand nombre de processus physiologiques. Par exemple, la vitamine A aide à la qualité de la vision. La vitamine D permet l'assimilation du calcium et du phosphore.
La vitamine B12 aide à la maturation des globules rouges et la vitamine C aide aux défenses immunitaires. Les vitamines sont au nombre de 13. Elles sont réparties en deux catégories. Il y a les vitamines liposolubles, donc qui sont stockables dans l'organisme, comme les vitamines A, K, E et D. Il y a aussi les vitamines hydrosolubles, qui elles ne sont pas stockables dans l'organisme. Il y a les vitamines B1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 12, ainsi que la vitamine C. Pour la majorité d'entre elles, l'organisme humain est incapable de les synthétiser, sauf les vitamines K et D, mais en quantité insuffisante. Mais toutes les vitamines sont présentes dans l'alimentation, en dehors de la vitamine B12 qui, elle, est surtout présente dans l'alimentation d'origine animale. Elles sont toutes présentes dans les fruits et légumes, mais dans des quantités très variables selon l'aliment. La vitamine C se trouve seulement dans les végétaux frais, notamment dans les agrumes, ce qui la rend difficile à conserver. Pendant les grandes explorations maritimes de la seconde moitié du deuxième millénaire, la vitamine C manquait beaucoup aux marins, et sa carence entraînait des maladies comme le scorbut, aussi appelé la peste des mers. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats au front rencontraient le même problème que les marins avant eux. C'est pourquoi l'état-major des différents pays a décidé d'intégrer différentes sources de vitamine C dans les différents ratios alimentaires des soldats. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les troupes américaines portaient des trousses de secours appelées First Aid Pouch. Ces dernières ont sauvé bien des vies grâce à leur contenu comprenant un pansement stérilisé et 2 enveloppes de 5 grammes de sulfamide en poudre. L'idée d'une trousse de premier secours est née de la guerre de sécession, où les pertes par blessures infectées furent effroyables. Les travaux de Pasteur sur des règles d'antisepsie ont influencé sa conception. En 1906, l'US Army est la première armée au monde à adopter un pansement stérile. En 1935, les travaux du biochimiste allemand Doc Mack sur les sulfamides ouvrent une nouvelle voie suivie par les scientifiques français de l'Institut Pasteur. Les sulfamides vont révolutionner la médecine. En 1941, chaque militaire américain touchera le précieux First Aid Pouch. C'est en 1928 que Alexandre Fleming découvre la pénicilline. Ce chercheur de retour de vacances s'aperçoit que ces cultures de staphylocoques ne se sont pas développées à proximité de champignons. Il va donc émettre l'hypothèse que ces champignons produisent une substance qui stoppe le développement des bactéries. Malheureusement pour l'époque, cette substance est très dure à synthétiser. Et c'est seulement en 1942 que cette substance va revenir sous forme d'antibiotiques appelés sulfamides. Ces sulfamides seront dans toutes les trousses de premiers soins durant le débarquement. Je vous laisse maintenant avec Victor Mériot pour qu'il vous en dise un peu plus sur ces sulfamides. Alors, les antibiotiques sont des molécules pouvant tuer ou lutter contre la propagation des bactéries. En médecine, elles ont pour rôle de lutter contre les infections bactériennes. Elles sont choisies en fonction de leur efficacité à lutter contre une bactérie. Pour cela, on utilise un antibiogramme. Il existe beaucoup d'antibiotiques répartis en différentes familles. Ils sont très efficaces contre les infections bactériennes, mais n'ont aucun effet contre les infections virales. Certains de ces antibiotiques empêchent la propagation des bactéries, ils sont alors dits bactériostatiques, et certains détruisent les bactéries, ils sont alors dits bactéricides. Alors, l'exemple de la pénicilline. Tout d'abord, une bactérie est un être unicellulaire prokaryote. Il est donc constitué d'un cytoplasme, ici, et d'une membrane cytoplasmique. Mais il y aura l'absence de noyau. Alors, la bactérie est aussi constituée d'une paroi constituée de peptidoglycanes, ici représentées par des boules vertes, qui vont être reliées grâce à une enzyme qui est appelée transpeptidase, qui va créer des liaisons entre les deux peptidoglycanes. Donc, la transpeptidase, qui est l'enzyme, est un gène codé par un chromosome qui va être appelé locus, qui va être transformé en ARN messager, puis transformé en protéine. Lorsque la pénicilline va agir, elle va prendre la place du peptidoglycane, ici. Il n'y aura donc plus de liaison entre les deux peptidoglycanes, ce qui va détruire la paroi et donc la bactérie, puisque la bactérie n'aura plus rien pour supporter la pression qu'elle exercera. Quant au sulfamide, qui était très utilisé par les soldats, le processus est le même. Là où la pénicilline remplaçait le peptidoglycane, le sulfamide va remplacer l'acide para-aminobenzoïque, ce qui va bloquer les voies métaboliques. En août 1944, le général de Gaulle et l'armée américaine traversent Paris. Dans le sillage de l'US Army, les Français découvrent de nouvelles denrées comme le chewing-gum ou le chocolat au lait. Toutes ces nouvelles choses qui viennent de traverser l'Atlantique, la France va les découvrir dans le pactage du GI américain.
Le 6 juin 1944 a lieu le plus grand débarquement de l'histoire sur les plages de Normandie. Malgré la surprise générale, les Allemands arrivent à contenir les attaques alliées durant plusieurs semaines. Le 25 août 1944, Paris est libéré par le général Leclerc. Les Alliés continuent leur progression vers Berlin et le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Le 15 août 1945, les États-Unis envoient 2 bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki. Le Japon, dépassé par cette puissance phénoménale, capitule le 2 septembre 1945. Ce conflit a été terrible. On dénombre plus de 55 millions de morts, dont plus de civils que de soldats.